New York, années 30. Jean-David, Christian et Margot sont à une veillée funéraire. Ils se tiennent devant un vieux blanc qui a passé l'arme à gauche et qui repose désormais dans une boîte en pain posée sur des roulettes. À ce moment-là, Chris Rock, la joue rouge, débarque et fait remarquer l'absurdité de la scène à nos trois compères. Ce à quoi ils ne vont rien répondre du tout car Jean-David, Christian et Margot se mettent à faire rouler à toute vitesse la boîte en pain vers la sortie et se lancent dans une course de caisse à savon Red Bull à travers les bottes de paille disposées à l'extérieur. C'est l'euphorie totale et ils ne ressentent aucune peur ni fatigue face au danger car ils sont shootés à la pervitine, la drogue des nazis. Pendant la course, le club des trois se souvient de leur rencontre pendant la Première Guerre mondiale. Ils s'étaient fait une promesse, celle de toujours se protéger les uns les autres, à la vie, à la mort. C'est ça, la force de l'amitié. Et ils vont en avoir besoin de ce pacte amical, car ces trois mousquetaires ne le savent pas encore, mais ils se sont attirés beaucoup d'ennuis dans leur délire. En effet, dans la boîte / caisse à savon, ce n'est autre que l'inventeur des bières Amsterdam, les fortes là, les bières de Clodo. Il serait d'ailleurs mort après avoir goûté le proto. Et cet homme, malgré sa mort, est extrêmement important pour les États-Unis et beaucoup le recherchent. Notamment les casseurs flotteurs qui se lancent à la poursuite de nos héros qui devront alors s'allier à Robert De Niro pour s'en sortir. Mais ce qui va les aider le plus, ce sont les talons de Margot pour les coups de poignard et les lancers de briques dans la gueule. Et oui, nous ne le savons pas encore, mais Margot n'est autre que la grand-mère d'un certain Kevin McAllister, l'homme qui, des années plus tard, changera le cours de l'histoire américaine. Pas mal. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la bande-annonce du dernier film de Davido Russell dans l'épisode 97. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Amsterdam. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ? Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Amsterdam, le dernier film de Davido Russell. Après vous avoir exposé nos attentes autour de Sabea, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film. Ma team d'envoyés spéciaux, très spéciaux de retour de la capitale hollandaise, Amsterdam. Kevin, tu es de retour d'Amsterdam. Salut Kevin. Salut Romain, bien ou bien ? Ah, t'as ramené des cadeaux souvenirs. Ouais. Ah ouais, bien. J'ai tout mis dans mes chaussettes. Clémence de retour d'Amsterdam aussi. Ça va Clémence ? Ouais, fatigué. J'ai un peu le blues. Ah, oui. J'ai toujours le blues en revenant d'Amsterdam. Ah, c'est ça le marché aux fleurs. Hein. C'est la redescente. Bon, on s'était pas excusé dans l'épisode BA, mais pardon à tous nos amis hollandais et Amsterdalois, évidemment. Parce que bon, on est dans le cliché, évidemment. Ce n'est pas que ça. Amsterdam, vous l'avez compris, c'est juste pour la blague. Aujourd'hui, match retour d'Amsterdam, justement, de Davido Russell. Le copain qui nous avait fait Fighter, Happy Test Therapy, pour ne citer que cela. On va spoiler le film à 100%. Je pense que c'est un peu obligé pour parler de ce film, étant donné qu'il y avait une ambiance de mystère et de retournement de situation dans ce film-là. Donc on va spoiler à 100%. Écoutez, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir, faites très attention à vous, ou bien arrêtez cet épisode, revenez plus tard après l'avoir vu, ou bien vous êtes en mode YOLO et c'est parti, on y va quoi, hein. Tant pis pour vous, parce que vous en foutez. Donc ouais, let's go. Mais avant toute chose, vous le savez, il faut qu'on résume la vraie histoire de ce film, parce que caisse à savon, bière de Clodo, tout ça, c'était bien rigolo. Mais ça va être dur. Malheureusement, c'était pas le bon scénario. On s'était un peu planté sur l'histoire. On s'est laissé emporter, on va dire. Ouais. Bon, on sera que 3 pour ce match retour. Donc du coup, sur la roue de la chance, il y aura que nos 3 noms. Hein. William étant malade. La roue de la chance. Et c'est parti. Qui va résumer le film de la semaine au match retour? Oh merde. Kevin, pas de chance parce que là c'est dur. Ah, c'est pas facile à résumer. Hein. Si ça avait été moi, j'aurais abandonné. Moi, je vous le dis direct. Alors, j'oublie les noms des persos par contre. Hein. Burt. Alors un médecin gueule cassée, vétéran de la Première Guerre mondiale, est dans son petit cabinet et puis il répare les gueules cassées. Et quand son ami avocat qui était aussi militaire lui dit frérot viens, on nous a appelé pour une affaire, ça concerne le général Bidule qui était notre bien-aimé chef à l'époque, sauf que ce mec là il est dans une boîte, il est mort. Donc la fille de ce mec-là veut savoir de quoi il est mort, le général. Taylor Swift. C'était elle.
Du coup, les deux vont procéder à l'autopsie du cadavre, vont découvrir dans son estomac qu'il a peut-être été empoisonné par une substance, on ne sait pas laquelle, et vont ensuite essayer de retrouver la fille du général décédé pour lui faire la part donc des conclusions. Et là, que se passe-t-il? Un individu surgit de la foule et pousse la dite jeune fille Taylor Swift sous les roues d'une voiture. Taylor Swift. Donc Taylor Swift. Suite à quoi, le meurtrier accuse nos deux compères du meurtre, et comme l'un des deux est noir, les gens ont tendance à plutôt le croire. S'ensuit alors la cavale. Voilà. Ensuite. Ouais. Partie 2. Bah aussi, il y a une deuxième partie parce que c'est un complot politique en fait. Voilà, qu'ils vont partie démonter, 2, quoi. c'est que après on va revenir un peu dans leur passé, découvrir que voilà, ils sont connus à la guerre, etc. Là, ils ont rencontré une infirmière qui s'avère être d'une famille assez en vogue dans la société new-yorkaise, qui est en plus liée à la CIA ou au MI6. C'est là que ça se complique un petit peu. Et au fur et à mesure de leur enquête pour savoir qui les a piégés, qui a tué le général et sa fille, ils vont découvrir que derrière se cache un complot mené par un collectif appelé le Club des 5. C'est pas le Club des 5, mais c'est La compagnie, la compagnie des 5, je sais pas quoi. Donc grosso modo des fascistes américains qui souhaitent renverser le gouvernement en place de Monsieur Roosevelt pour mettre à la place un ancien vétéran général de la Première Guerre mondiale afin d'instaurer justement un régime fasciste aux États-Unis. Voilà. C'est des potes de Mussolini. C'est très dur à résumer. C'est Très, infernal. non mais oui, on va se lancer dans notre critique parce que moi j'ai trouvé ce film, ça m'a pris la tête. Hein. Je pense que je suis le seul peut-être à défendre ce point de vue, mais vous le savez, on va tout de suite d'abord comparer la BA et le film avec le douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille, on compare la BA avec le film. Est-ce que c'était une douille au final ce film? Est-ce que cette BA elle n'était pas mensongère ou bien au contraire elle nous a vendu le bon produit parce que ça se ressemble? Kevin, je reste sur toi. Moi je dirais que c'est une douille plutôt positive parce que moi je craignais que ça soit trop le bordel dans la narration et je trouve que même si c'est assez touffu, ça se suit quand même assez bien. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvé comme dans American Bluff à plus rien piger des enjeux de chacun, qu'est-ce qu'il foutait. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait de temps en temps quelques petites confusions, mais je trouve que le fait que dans le film en plus t'aies une relation d'amitié qu'on voyait déjà dans la BA, ça pour le coup c'est pas une douille qui est au centre donc de l'histoire, ça te permet de mieux passer au travers des mailles peut-être des intrigues un petit peu entrecroisées et complexes sans s'y perdre quoi. Donc douille positive dans le sens où le film est moins bordélique que je ne pensais. Douille positive, c'est vrai qu'on avait carrément nous été confusés. On a été confusés par la BA qui partait dans tous les sens. C'était notre crainte que le film y ressemble. Et Kevin, pour lui, non, douille positive. Clémence, toi, douille ou pas douille? Moi, c'est clairement une douille positive parce que j'avais très peur quand je voyais la BA à voir un film à la Guy Ritchie, très action, machination et un peu testostéroné, tu vois, qui se donnait un genre comme ça à la Gentleman. Et en fait, je trouve pas du tout. Je suis contente parce que j'ai retrouvé ce que j'aime chez David O. Russell, c'est-à-dire plutôt une réflexion sur les liens d'amitié, d'amour et un truc un peu plus psychologique, en fait, plus touchant dans les personnages qu'un simple film d'action et de complot. Voilà. J'aurais aimé être à votre place. Hein. Et toi, Romain? Bah non, écoutez, c'est un pas douille pour moi. Pour rappel, la BA n'avait pas été appréciée à Feta BA, notamment par moi, parce que justement, il y avait ce problème-là qui ressortait de c'est quoi, c'est qui, c'est quand, on comprend rien. Et le film, pour moi, c'était pareil. À la fin, quand je suis sorti, je fais j'ai pas. Non, franchement, j'ai trouvé ça long, chiant, très confus, vraiment. Je vais peut-être me lancer tout de suite dans ma critique. Et comme je suis tout seul sur une mauvaise critique. C'est un seul contre tous? Un peu, ouais. Non, seul contre tous, seul contre tous, seul contre tous, il est seul contre tous. Et elle fait des jingles toute seule. Le seul contre tous. Ouais, je suis seul contre tous. Oui. Voilà, parce que non, ce film, je l'ai vu. Déjà en partant mal, parce que en ayant vu sa BA, je me disais pas, je vais aller voir un chef-d'œuvre. Et puis j'avais eu un peu les échos aussi de ce qui avait été dit autour de ce dernier David O. Donc je suis allé voir ce film quand même en me disant il y a peut-être une petite marge où c'est possible que je kiffe, et non, pas du tout. J'ai trouvé le film long, bavard, c'est que des mecs qui parlent, ensuite qui sont envoyés parler à d'autres mecs, qui les renvoient parler à d'autres mecs, qui les renvoient parler à d'autres mecs. Le film c'est que du chant contre chant, c'est que ça.
très déçu par du coup la mise en scène. Même, on n'en avait pas parlé pendant la BA, mais c'est quand même Emmanuel Lubezki qui est derrière la photographie de ce film. Qui nous revient après quelques années de pause. Et donc, du coup, j'étais en mode waouh, c'est Lubezki qui a fait la lumière. J'étais très choqué parce que la lumière, c'est du jaune pisse tout le long. Il n'y a rien de ouf. Même en termes de cadre, c'est pas dingo. Enfin, j'étais un peu déçu de voir qu'il y avait autant de talent derrière ce film avec un casting 5 étoiles pour qu'au final, ça me procure rien, quoi. J'étais plus en mode j'essaye de comprendre l'histoire. Ok, donc lui, il est affilié à lui, de machin, nana. Tu sens qu'il y a un truc qui va se débloquer, mais tu te dis, mais quand est-ce que ça arrive? Et donc, il y a un moment, j'en pouvais plus. Je levais les yeux en l'air, je soufflais, j'avais ma tête dans les mains en mode j'en peux plus, 2h14 de film pour au final arriver à un truc. Alors, c'est intéressant comme histoire, si tu veux, mais je sais pas si ça a le mérite de faire un film. Du moins, je trouve que c'est mal présenté. J'ai pas du tout été dans l'histoire de ce démontage de complot, de coup d'État, de possible montée du fascisme directement à l'aube de la guerre. Donc il y a un parallèle qui est fait parce que toi tu la connais l'histoire et tu sais que heureusement qu'il ne s'est pas passé ça aux États-Unis parce que va savoir ce que ça aurait donné. Ils n'auraient pas débarqué en Normandie pour nous sauver, tu vois. Non. Mais même s'il y a un encart qui nous prévient que c'est une histoire presque vraie, tu sais qu'il y a de la fiction mélangée à de la réalité. Je sais plus dissocier le vrai du faux, et à la fin, non, j'avais la tête comme ça. Il y a trop de personnages, il n'y a pas assez d'ambition de mise en scène. Je trouve le film beaucoup trop long, trop bavard, comme moi, là, en train de faire ma critique, trop bavard. Et donc voilà, non, vraiment, bêtement, comme ça, j'ai pas du tout apprécié, même si c'est quand même... c'est une histoire intéressante, c'est intéressant de le savoir, mais je pense que j'aurais plus kiffé lire la page Wikipédia que passer 2 heures dans une salle. Je suis surprise que tu n'aies pas aimé la photo jaune comme la bière, les tulipes, le Gouda d'Amsterdam. Tu n'as pas saisi cet hommage à la ville. Quand même à la ville. Il n'y a que Jean-Pierre Jeunet qui sait faire ça. Laissez à Jean-Pierre Jeunet ce qui est à Jean-Pierre Jeunet. Non, ouais, j'étais pas dans le truc. Donc maintenant, démontez-moi. Non, on va pas te démonter, toi, on va louer le film. Je parlais pas du film. Vas-y, assieds-toi. Clémence. Franchement, moi aussi, quand j'y allais, j'étais un peu comme toi. J'avais cru entendre que le film n'était pas si ouf que ça, donc j'avais un peu peur d'être déçue. Je m'attendais à rien, en fait. Je me disais, bon, on sait jamais. Et en fait, il y a vraiment plusieurs choses que j'ai aimées dans ce film et qui m'ont surprise en bien, à commencer par le fait que ce gros casting qu'on avait vu dès la BA, pour moi, c'est quand même un vrai atout. C'est-à-dire que chaque personnage de tous ces acteurs hyper connus n'est pas juste là pour faire une apparition rapide, comme ça pourrait être le cas des fois dans un Wes Anderson où tu le vois 5 minutes. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper agréable de voir que chaque personnage revient et prend vraiment part à l'histoire. Tu vois, aussi bien un Michael Shannon ou un Michael Myers que un Mike Myers. Oui, parce que Michael Myers, c'est celui qui a le masque et le couteau. Un Mike Myers, excusez-moi. Je sais pas... bon, il y a peut-être Taylor Swift qui part très rapidement dans le film. Mais sinon, tu vois, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, ils ont vraiment une implication importante dans l'histoire. Il y en a un qu'on voit 20 secondes. Timothy Olyphant, qu'est-ce que c'est que ce rôle? Oui, alors lui, je m'en fous parce que je ne vois toujours pas qui c'est. Mais il est dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, on l'a vu. Oui, pardon. Non, mais à la fin, en fait, j'ai dit à Kevin, je reste pendant le générique pour voir quand même la gueule de Timothy Olyphant parce que je ne vois toujours pas qui c'est. Et moi, je lui ai dit, mais c'est celui qui a swifté. Mais il est très grimé, ouais. C'est celui qui tue, quoi. Non, mais je sais pas, en tout cas, je trouve, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que je trouve quand même les personnages incarnés, qu'ils soient gentils ou méchants, et puis c'est un peu une enquête, en fait, et je trouve qu'il y a un côté assez agréable de cette enquête, même si tu peux t'attendre à certains trucs, c'est un peu cousu de fil blanc, c'est prévisible, tu vois venir qui est méchant et tout. Je trouve que c'est assez ludique quand même, tu vois, dans les liens qui sont faits, ça parle d'ornithologie par moment et tout, et c'est pas un hasard. Je sais pas, je trouve que c'était assez, ça m'a embarqué en tant que spectatrice dans où va aller cette histoire et qu'est-ce qui va être, quel complot va être déterré au bout de tout ça. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait que, alors toi, t'as peut-être trouvé ça bavard, mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, c'est pas juste l'action, les événements qui se produisent. Effectivement, à chaque scène, ça prend le temps de faire discuter les personnages entre eux, et c'est presque perturbant. Ça s'arrête pour un moment de, je sais pas, une discussion entre Christian Bale et Zoé Saldana, alors qu'il doit se faire arrêter par la police et tout. Ils se mettent ensemble dans le cabinet et ils discutent et ils s'embrassent, et d'un seul coup, ça devient romantique. Et ça fait une espèce de pause dans ce qui était censé être de la tension. Et ça, en fait, le film est construit souvent comme ça. C'est-à-dire que ça fait des pauses, même côté l'arc romantique entre Margot Robbie et Jean David. Et Jean David.
Bah, effectivement, ça fait comme des parenthèses en fait dans l'histoire importante, mais en même temps, c'est tout aussi important. C'est que je trouve que les liens d'affection entre les personnages et le discours qu'il y a sur l'amitié et sur l'amour, finalement, pour moi, ressortent presque plus Ouais, ça crée un rythme. autant que cette histoire de Pour moi, ça complot. crée un rythme complètement instable en fait. C'est peut-être, Ouais. je pense que c'est ça le plus qui m'a sorti. C'est genre en mode, c'est quoi, ok, tu vas où, c'est quoi ton rythme de film C'est en fait. entre deux. Non, mais je suis d'accord que le ton, mais je pense que c'est un truc qui est propre à David O. Russell parce que finalement, c'était aussi un peu comme ça dans Joy, par exemple, et peut-être dans American Bluff. Même dans Happiness Therapy aussi un peu. Ouais, et même Fighter, tu vois, en fait, c'est que quel que soit le genre de film qu'il fait, que ce soit un film sur la boxe, le sport, ou un truc sur des histoires de braquage, des histoires de complot, de fascisme et tout, et ben en fait, son vrai propos à chaque fois, c'est plutôt quand même les relations entre les personnages, j'ai l'impression, tu vois, quels que soient les codes et le contexte autour. Et ça crée un truc un peu décalé en fait, parce qu'on s'attend à ce que ce soit des films type, justement là par exemple type Guy Ritchie, et en fait non, pas du tout. C'est plus bavard et plus dans la psychologie que ça, tu vois. Bah, mais après voilà, moi je sais pas, peut-être que je suis pas client de cette amitié là. En tout cas, franchement, je me suis attaché à aucun personnage. J'avais juste envie, qu'une envie, c'était de me barrer. C'est triste à dire hein, parce que j'aime bien Ouais, ce c'est réal, dommage. mais ça m'a fait un peu comme pour Joy. C'est pour ça que j'avais Ouais. abandonné Joy au début quand je l'avais regardé à l'époque, et j'allais abandonner au bout de 20 minutes. Je sais pas, c'est... Ah, je suis un peu déçu parce que pour moi Fighter c'est quand même très bien, même si il peut y avoir, c'est après analyse justement, c'est cette mise en scène qui parfois fonce justement dans des envies de réal et tout, et d'autres qui sont un peu plus plan-plan et tout. Là pour le coup vraiment je sais pas, à aucun moment j'ai retrouvé du cinéma. T'as pas trouvé qu'en mise en scène, ce qui était intéressant, par exemple, c'est la manière dont il valorise l'art, par exemple, ce que fait Margot Robbie. Moi, j'ai adoré ces moments. Si, Un peu, alors t'as raison, ça fait un peu à la Jeunet, tu vois, un peu à la Amélie Poulain, la manière dont elle est présentée en tant qu'artiste décalée, tu sais, quand on voit tout ce qu'elle crée avec les débris. Ouais. Mais après, champ de du coup, ça bataille m'a et fait tout, passer mais- à côté de plein de choses. Il y a des moments où il tente de l'humour, enfin je dis il tente, mais non, c'est de l'humour, sauf que pour moi ça a pas pris du tout quoi. J'étais en Ouais. mode les yeux au ciel, en mode à souffler du nez quoi, en mode putain. Ok, donc c'est pas drôle, mais en fait c'est pas drôle parce que tu me tiens en otage et j'ai envie de me tirer quoi. Malheureusement je suis podcasteur ciné, du coup je vais au bout. Ouais, je suis obligé de regarder en entier. Donc voilà. Mais ok, j'entends bien. Et toi Kevin, pourquoi douille positive? Bah, parce que moi déjà dans un premier temps, j'ai pas trouvé que l'histoire était si confuse que ça. Je trouve qu'il y a certains points un peu mal écrits, un peu confusants, notamment quand la révélation finale du fascisme du frère de Margot Robbie, incarné par Ouais, là c'est un Rami peu Malek. Inspecteur Gadget quoi, Bah, c'est même Scooby-Doo. si tu Regardez. sens venir parce que donc c'est référence à l'ornithologie, comment tu comprends qu'il est pas avec le MI6, donc enfin il y a des petites pistes quoi, enfin tu comprends, mais bref c'est un peu ça arrive un peu de manière de manière précipitée je dirais, mais je trouve que en tout cas les grandes lignes de l'histoire, je trouve qu'elles sont assez bien dessinées, et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que je trouve que le trio fonctionne bien. J'ai beaucoup aimé le trio, en fait, ça qui m'a rattaché. Et je pense que tous les défauts que tu as vus, bah, du coup, j'ai un peu fermé les yeux, je les ai mis de côté parce que je trouve que Margot Robbie, Jean-David et Christian, ça marche très bien. Et j'ai beaucoup aimé le jeu de Christian Bale. Tu vois, je trouve son perso, il est rigolo, j'aime Il bien est sa manière de attachant. marcher et tout. Ça je suis d'accord, mais Il y a après un c'est côté parce que c'est un slapstick super comédien. Et du coup, ça m'a attaché, tu vois. Et je me suis attaché au perso, contrairement à toi. Et je trouve que le casting est grosso modo excellent, sauf Rami Malek, qui est peut-être l'acteur le plus surcoté de ce siècle, mais on en reparlera. Je suis un peu d'accord sur ça. Mais parce que je le trouve mauvais. Rami On peut Malek. pas s'empêcher de le revoir Mais, comme dans le dernier James Bond, tu sais, ouais, en mode je- un peu ridicule. Moi, je le trouve vraiment mauvais, ce mec. Je comprends pas, en fait. Expliquez-moi. Bah, Mais, je sais pas. Mais Et bref, par exemple, Taylor-Joy, elle joue super bien son rôle d'aristocrate fasciste qui croit aux extraterrestres. Moi, ça me fait rire, tu vois, je trouve ça absurde. En fait, il y a un côté frère Cohen un petit peu dans l'écriture des persos qui m'a bien plu, même si c'est moins maîtrisé. Mais globalement, je trouve que le film il est sympathique. Il y a un truc qui se dégage de sympathie qui moi, m'a parlé. Après, effectivement, ça aurait peut-être mérité d'être un peu moins long. C'est vrai qu'il y a des longueurs, peut-être un peu moins touffu, peut-être qu'ils auraient pu resserrer moins et puis moins détaillé peut-être tous les à côté artistiques on va dire, ou les à côté militaires qui finalement expliquent l'origine de l'amitié mais apportent pas plus de choses que ça, peut-être même plus aller dans l'enquête, voir plus les espions, enfin je sais pas, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire en tout cas pour que l'histoire soit plus prenante en tout cas.
Mais globalement, ouais, c'est un film qui est pas parfait, mais c'est un film que je trouve sympathique, en fait. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un discours qui fait du bien. En fait, j'en suis sortie quand même assez réjouie dans le sens où ce trio, comme tu dis, Kevin, il est hyper positif. C'est des humanistes de ouf, quoi. C'est-à-dire que Christian Bale est très attachant parce que déjà, il est médecin, il répare des gueules cassées. Et souvent, tout au long de l'histoire, il fait le lien avec les gens par les points communs qu'il a avec eux et la proximité humaine, tu vois, le fait d'avoir vécu les mêmes choses et tout. Je trouve ça assez beau dans ce personnage. Margot Robbie, c'est pareil, c'est vraiment une idéaliste, tu vois, elle prône la liberté et tout, et d'ailleurs c'est ce que incarne vraiment la ville d'Amsterdam pour eux trois, c'est ce havre de paix et de liberté et d'art et de tout ça. Et bon, alors peut-être que Jean-David il est un peu en deçà, tu vois, en termes de personnage, parce que c'est vrai que je saurais pas définir ce qu'il apporte, à part le côté où il est tombé amoureux au premier regard de Margot. Il est sympa. Ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que je veux dire ? Mais non, bah si, ce qu'il incarne, c'est que c'est le mec noir et que du coup, dans ce trio, il y a aussi ça qu'il incarne, c'est la diversité et le fait que lui, à cette époque-là, il est aussi complètement en danger, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai trouvé intéressant le lien entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et ce qu'ils disent à un moment, c'est qu'en gros, dans l'histoire, il y a des hauts et des bas. Et là, ils viennent de sortir de la Première Guerre mondiale quand ils se connaissent, et ça va être le moment de joie et de bonheur et de liberté, et puis après, ça va recommencer. Et c'est intéressant parce que tout se situe vraiment entre les deux, et tu vois, le complot qui déjoue, c'est déjouer finalement le retour du mal, quoi. Enfin, en tout cas, dans leur pays. Et je sais pas, je trouve que le film a un côté idéaliste, tu vois, vraiment humaniste et idéaliste par rapport à ça, par rapport aux relations, au fait d'être heureux, de s'aimer, de prôner l'amour et la vie, quoi. C'est l'art qui sauve le monde, quoi. C'est l'amour et l'art qui sauve le monde. Bah, c'est peut-être dit un peu premier degré dans le film, mais au fond, bah, c'est le message. Bah oui. Mais après, il y a quand même des maladresses, et j'aimerais revenir sur une maladresse en particulier, qui est peut-être un mini coup de gueule. C'est un coup de gueule ? C'est un petit. À la furbe. On a un jingle pour ça. Hein. C'est le coup de gueule. Allez. Le coup de gueule. Vas-y. Non mais s'il vous plaît les Américains, quand vous voulez faire parler des gens français, oui. Alors, je rejoins le coup de gueule. S'il vous plaît, prenez des gens qui parlent français pour de vrai, parce que il y a une scène. Nous on a vu le film en VO où du coup les persos parlent en français, sauf que du coup comme ils parlent français c'est pas sous-titré. Mettez-moi les sous-titres, je n'ai rien. Non, parce qu'ils sont complètement bourrés, on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Je le friandise de paquet de fromage. What? Mais les sous-titres, bâtard. Il faut arrêter. Je sais pas, doublez-les en post-synchro, faites un truc, mais arrêtez ça. Mais même il y a un truc que je me demande, c'est notamment ça, je suis totalement d'accord, arrêtez de faire parler français les gens, à la limite doublez-les en post-prod, je sais pas, faites un truc. Mais même quand ils prennent des acteurs français, là pour le coup ils sont pas connus, mais il y a toujours des moments où ça parle français dans un film américain et tout, donc ils chopent des acteurs français, tu les connais ni David Adam, c'est toujours des mauvais acteurs. Pourquoi? Là on voit juste même une sage-femme, mais une infirmière, elle est mauvaise. On voit un autre mec qui parle français parce que ça se passe en France. Et ils sont mauvais. Pourquoi vous ne trouvez pas parmi tous les milliards de comédiens qui existent, alors peut-être les moins chers possibles, je veux bien, mais il y en a des moins chers possibles qui sont très bons. Il y a ça, et puis surtout, je sais pas, même en termes de cohérence dans ton film, même si tu parles pas français, t'as quand même une musicalité, tu vois. Entre quelqu'un, Margot Robbie qui parle français et l'acteur français mauvais qui passe, tu vois qu'il n'y a pas la même musicalité, tu vois qu'ils parlent pas de la même manière. C'est une cacophonie. C'est terrible. Et puis à un moment, ils se mettent à parler vite, ils disent des trucs, je n'ai rien compris. Oui. Ce qui fait que tout le moment, elle a fait une espèce de révolte pour garder ses bouts d'obus, je n'ai pas compris le propos. À la fin, tu comprends juste qu'elle dit merci madame, mais sinon t'as rien compris. Alors, j'imagine qu'il y a eu argumentation, je n'ai rien compris. Cette scène dans l'hôpital militaire, hein, j'en pouvais plus, c'était l'enfer. Voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. Et puis même on a vu ça il y a pas longtemps aussi dans Prey, le film Predator, où pareil ils ont engagé des faux français là où ils parlent, c'est hallucinant. Arrêtez, doublez-les ou ne les faites pas parler français. Mais en fait, mais comme eux ils parlent pas français, eux ils se disent bah c'est bon, ça c'est du bon acting. Bah non en fait gros, je sais pas, mets un français qui écoute ça et puis regarde sa tête. C'est ridicule. Ouais. Alors peut-être que les gens qui le vont en VF auront pas ce problème parce que tant mieux pour eux, tout sera doublé. Mais non mais faites un effort s'il vous plaît. Ouais, ou bien mettez les sous-titres quoi. Ouais. Ouais, mais non, mais après voilà, j'entends vos arguments et tout sur votre analyse et tout, mais moi voilà aussi ce qui m'a vraiment perturbé, je pense que c'est peut-être ce qui m'a sorti le plus, c'est que il y avait peut-être de l'art dans ce film, mais j'ai pas aimé les outils, comment ils ont été utilisés quoi. Vraiment c'était, pour moi je me suis dit mais attends, le film il a quand même certainement coûté très cher parce que c'est quand même un film d'époque et tout. Et tu me fais pas du chant contre chant comme ça, tu me fais pas une lumière comme ça. Lubeski il a fait The Revenant, il a fait tout Inaritu, il a fait les Quaron, il a fait Gravity, c'est des lumières qui restent gravées dans la mémoire quoi. Là pour le coup frère, on dirait que tu t'es pas foulé quoi. Je suis désolé mais
Voilà, bon après je critique, je suis pas chef-op, hein, mais pour le coup, tu m'as habitué à mieux, quoi. Donc j'étais un peu déçu de ça et ça m'a un peu sorti du film, en plus que j'ai pas adhéré à la trame de l'histoire, voilà quoi. Mais c'est intéressant de creuser un peu sur ce truc de l'amitié qui défie tout, quoi. Et par contre, tu vois, je suis d'accord que le ton du film n'est pas du tout évident à appréhender, et je pense en général le ton de David O. Russell, mais par contre, là où moi les pièces du puzzle sont bien mises en place et où j'étais à fond dedans, c'est la dernière scène. La dernière partie du film, là où il y a une histoire de gala et où Robert De Niro va venir faire un discours. Pour moi, toute cette scène, elle est quand même irréprochable en termes d'écriture. Cette fin là où on doit piéger les méchants, j'ai trouvé ça à la fois, le mélange pour le coup d'humour, de tension et tout, pour moi était parfait. Il y a un moment là où il y a la nana de Christian Bale qui est complètement opportuniste, fille d'eux, et qui pense que à ses intérêts sociaux, à la vie mondaine et tout, où elle vient face à lui et elle l'écoute pas et elle voit quelqu'un derrière lui et tout, là, mais c'est hyper drôle en fait. Ou même Anya Taylor-Joy, comme tu disais, Kevin. En fait, je trouve qu'il y a un discours sur les richissimes là, qui sont juste intéressés ou voire fascistes et tout, qui est vraiment très drôle. Même le moment où ils se mettent de la pervitine dans les yeux, justement. Ouais, ça, on en a fait tout un pataquès dans la BA, mais en fait, c'est juste. En fait, juste c'est un pour clin d'œil. souligner l'arrivée de la guerre, quoi. C'est un petit clin d'œil, quoi. Après, oui, après c'est peut-être aussi un défaut du film, c'est que c'est vrai qu'il veut évoquer le fait que la montée des extrêmes en général, c'est souvent aussi et surtout des histoires de pognon et de pouvoir, et que finalement ça arrive très tard dans le film, et que je pense que ça aurait pu être vraiment le thème principal. Ouais, mais voilà, moi ça m'aurait plu, mais que ce soit lâché à la fin comme ça, j'étais en mode tout ça pour ça. Sérieusement, parce que moi je m'attendais à un truc ok, certes ça a changé certainement l'histoire de l'Amérique, clairement même. Mais je sais pas, j'ai pas été pris dans le truc parce que c'était mal raconté, c'est tout. Ouais. Voilà. Mais en fait, je pense que c'était l'idée parce qu'on le sent, on le pressent. Moi, franchement, j'avais prévu que Rami Malek ça allait être le méchant, et je trouve qu'on commence à le pressentir quand on voit que Margot Robbie c'est sa sœur, mais qu'en même temps elle est un peu enfermée chez elle, et on sent que c'est quand même un riche entrepreneur. A priori, il fait genre il est gentil et il veut pas se mouiller, mais en fait, ça se sent que forcément, vu sa position et tout, il doit être. Et on aurait pu le deviner même à partir de la BA, parce que c'est le seul à avoir la drogue des nazis dans les mains, quoi. On aurait pu faire ce lien. C'est vrai. Ah ouais, on s'est relâché là pour le coup. Hein. Franchement, on aurait pu. Putain, depuis EO, on n'arrive plus à la débunker un film. Mais tout de même, ça se passait à Amsterdam. Alors, on pensait que ce serait le quartier de Amsterdam à New York, mais il y a quand même la vraie ville d'Amsterdam. Ouais, on la voit pas beaucoup la ville. On voit un canal et après c'est un appart. Hein, ouais. Pourtant, ils sont partis à Amsterdam quand même pour tourner, mais vraiment, ça se passe dans un appart la plupart du temps, quoi, à Amsterdam. Ouais. Donc ouais, voilà, c'était David O. Russell, Amsterdam, avec un casting 5 étoiles. Le film, juste petite parenthèse comme ça, Anya Taylor-Joy, je sais pas parce que j'y pense là, qui sera dans un autre film qui arrive là, qui s'appelle Le Menu. Ça a l'air cool. Ah, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Non, pas du tout. Une histoire un peu de Cluedo autour d'un repas. D'une bande de privilégiés riches qui ont accès à un menu d'un cuisinier unique en son genre. Cannibalisme, quoi. Non, même pas. Non, ça va plus loin que ça. Il y a carrément tout un jeu de pistes, de tout ça et tout autour. Ça, on dirait à couteau tiré version Top Chef. C'est un escape game, mais avec la cuisine, quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire. Mais Anya Taylor-Joy, elle est super, hein, je suis d'accord. Ouais, non, elle est très bien. J'aime beaucoup moi aussi. Non, elle est très bien. Elle va monter. De toute façon, elle est déjà en train de monter, mais elle va monter encore plus, tu vas voir. Ouais. Voilà, ça c'était nos avis autour du film de Davido, Amsterdam. Elle en dit quoi à la presse, Kevin? Eh ben, tout de suite, on lance la revue de presse. Revue de presse. La 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 presse, Kevin. La presse, ils ont pas aimé, hein, ils sont avec toi, la presse. Hein. Ah ouais. Les notes sont catastrophiques. 33% sur Rotten Tomatoes, 48% sur Metacritic et 2,8% sur Allociné. Ouh, ça fait mal. Ça fait beaucoup mal. Donc je vais classer les critiques de la plus gentille à la moins gentille. Allez. On commence avec première. Au fond, ce que cherche d'abord O. Russell, c'est à divertir pour mieux raconter les vices d'un demi-siècle qui ressemble étrangement au nôtre. Et tisser sa morale, vétéran séditieux, totalitarisme en embuscade, conspiration en tout genre. Face à l'irrésistible montée du mal, seul l'art, la beauté et l'amitié peuvent nous sauver, rappelle le cinéaste. Et nos rêves naïfs? Peut-être, mais portés par un trio d'acteurs impeccables, chacun dans son registre. Mention spéciale à Margot Robbie qui mène la danse. Comment résister? Non, mais je suis d'accord qu'elle est aussi très bien, Margot Robbie. Non, mais j'aime bien la voir dans ce genre de rôle plus que. En vrai, y a pas. Je trouve qu'il y a rien qui est vraiment très mauvais dans le jeu des acteurs. Moi, j'aime bien De Niro aussi, hein, dans son rôle de mec qui porte ses boules. Là. Ouais.
Il porte tellement ses boules, il se fait tirer dessus, il ne bouge pas. Il bouge pas, il fait vas-y, vise mieux. Quoi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas peur. Tu me tires dessus là. Vise mieux, frangin, là, j'ai pas peur. You're shooting me. Moi, je serais déjà loin en train de courir. Je sais pas, j'aurais couru, mais non, lui, il a pas peur. Bref. Écran large. David O. Russell voudrait signer une comédie douce amère sur la montée inévitable du fascisme, et sur le papier c'est passionnant. Mais à trop jouer sur l'ironie dramatique et ses ruptures de ton hasardeuses, Amsterdam se prend les pieds dans le tapis. Reste de beaux apparats à commencer par un casting savamment pensé. Voilà, je rejoins cette critique. Le journal du geek. David O. Russell tire et étire son procédé narratif alors que l'issue est atrocement prévisible. Pire, Amsterdam s'embourbe dans de longues séquences explicatives de monologues mélodramatiques sur le pouvoir de l'amour et de démasquage à la Scooby-Doo. Le plan des antagonistes se serait déroulé sans accroc si ces petits fouineurs n'avaient pas mis le nez là où il ne faut pas. Pourtant, sur le papier, l'idée avait tout du coup de génie. À l'heure de la polarisation politique aux États-Unis comme ailleurs, l'idée d'explorer le moment où l'Amérique a failli basculer à l'aube de la Seconde Guerre mondiale était plus qu'intéressante. Sur ce point, Amsterdam réussit son entreprise. La toile du cinéaste manque néanmoins de nuances. Ouais, bah voilà, Scooby-Doo, nuances, rupture de ton, tout ça. Je suis d'accord, mais c'est vrai, le truc à la Scooby-Doo, moi à la fin j'étais en mode sérieusement. C'est vraiment, on aurait dit qu'il enlève le masque en latex. Moi, ça regardez, m'a pas gêné, je trouvais ça marrant. Ouais, je sais pas, moi à ce moment-là j'avais plus envie de me marrer, j'avais envie de me barrer. Enfin bon. C'est ça, c'est de la patch. Non, c'est pas tout. C'est news. On est déçu que les nazis ne gagnent pas. Non. Non, je déconne. Waouh. Ah, si seulement. Tu pourras couper, mais. Ils vont faire quoi? J'avoue. Non, mais ils ont dit pour de vrai. Si la direction artistique est soignée, avec ses images surannées, tout comme les décors et les costumes, la partition scénaristique est quant à elle beaucoup plus confuse. David O. Russell avait pourtant tous les ingrédients pour faire d'Amsterdam un remarquable polar loufoque qui oscillerait entre conte et comédie noire. Mais le cinéaste, qui a le mérite d'aborder un fait méconnu de l'histoire des États-Unis, semble se perdre dans les nombreuses trames narratives qu'il a lui-même ouvertes, étirant à l'excès certaines scènes. Ça me fait penser à un autre film à peu près dans le même ton, mais qui est beaucoup mieux géré et beaucoup plus drôle. Mais là, je viens de réaliser. C'est The Nice Guys. Ouais. J'ai l'impression qu'on est à peu près dans ce même ton de délire et tout, entre enquête ou même, comment il s'appelle Bang Bang, là, j'ai oublié. Kiss Bang Bang. Enfin, c'est fait par le même mec, mais. Shane Black. Mais voilà, c'est un truc à la chaîne. Je sais pas, parce que pour moi, les films de Shane Black, ils sont beaucoup plus assumés vraiment comédie. Tu vois. Ouais, mais tout en parlant de justement. choses sérieuses aussi, tu vois. Mais il y a une petite acidité quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est pas. Enfin, quand il y a de la mort, il y a de la mort. Quoi. Enfin, bref, je m'exprime mal, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, David O. Russell, malgré tout, il assume d'être un peu plus romantique, tu vois, un peu plus. Quand ils disent les journalistes mélodramatiques, eux, ça leur plaît pas, mais moi, je trouve que c'est quand même appréciable, ce côté premier degré. Ça marche dans Happiness Therapy, mais là, pour le coup, je sais pas. Après, je pense que c'est une question de sensibilité. Oui, peut-être, on dirait. Dis donc, ça va être dur pour David O. Russell de remonter. De toutes ces il faut qu'il rappelle Jennifer et Bradley. Bah ouais. Allez. Mais d'autant qu'en plus Criticat non plus n'a pas aimé. Les chats ne sont pas avec lui. Criticat nous dit le récit n'est pas le seul à être pâteau. D'abracadabrantesques mouvements de caméra rendent les scènes illisibles. Le découpage effréné hache les actions en une succession de brefs plans filmés en une très courte focale. L'omniprésente voix off du personnage principal alourdit le récit d'un pesant didactisme. En cherchant à tout prix à épater la galerie, Russell accumule des artifices jusqu'à rendre son film, déjà tortueux et bavard, singulièrement indigeste. Je suis tout d'accord. Ouais, mais après, moi, ce que je trouve injuste, je continue de défendre le film, mais je trouve ça injuste qu'on ait autant d'arguments pour démonter ce genre de film, alors qu'on se prend pas autant la tête pour avoir des arguments contre un Marvel ou un... Tu vois, enfin... Mais parce que si on parle juste je trouve que c'est pas très juste. Ça dépend des Marvel, mais il y a des Marvel où... Les Marvel se font bien défoncer par la critique oui, aussi. Ouais. Déjà, oui. Parce que, effectivement, le film est imparfait, mais je trouve qu'il est quand même... C'est le genre de film imparfait, mais quand même qui a bon fond. Il est gentil. Le film, il est gentil. Ouais, mais au départ, tous les films partent avec un bon fond. Il n'y en a pas un qui part en mode ce film, il a un mauvais fond, personne ne va le capter. C'est un film méchant. Mais non, mais après, pour comparer certains Marvel et parce qu'il y a des Marvel, c'est de la merde, il n'y a pas de débat. Mais il y a d'autres Marvel, voilà, où tu as peut-être plus de cinéma que dans ce film, quoi. Voilà. Enfin, je suis pas d'accord. En termes de plan, en termes de focale, en termes de couleurs. Moi, je suis pas d'accord. Il y a débat, mais on va pas ouvrir la page Marvel là parce que j'ai l'impression qu'on le fait tout le temps. J'avoue, on est hanté. C'est une arlésienne. Le Figaro pour finir, une comédie policière qui rame affreusement, dans laquelle les acteurs cabotinent péniblement.
un beau gâchis. Et voilà, merci. Ouais, cabotiner, je suis pas trop d'ac avec le terme, parce que cabotiner, c'est vraiment le pire verbe que tu peux utiliser pour un comédien, et là c'est pas le cas, quoi. Moi je pense que tu peux reprocher certes beaucoup de choses au film, mais pour le coup je trouve que le jeu il est quand même bien. Ouais, et sachant que par exemple Margot Robbie ou Christian Bale sont parmi les acteurs qu'on serait les premiers à voir cabotiner et à sauter dessus en disant oh là là ça cabotine, parce qu'on sait qu'ils pourraient être prompts à ça. Et là je trouve que dans ce film là non, en fait tu peux pas leur reprocher ça. Là où il cabotine par contre, Christian Bale, c'est dans le dernier Thor là. Quel enfer. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Putain, on revient au point Marvel, quoi. Quand il fait Krug, je sais plus comment il s'appelle, Krug le tueur là, je sais pas quoi. Gore, je sais plus. Gore, ouais, on s'en fout. On s'en bat les steaks. C'était nul. Sa pire performance du monde. Voilà, bah écoutez, Monsieur Kevin, je sais pas pourquoi je pars en vous. Écoutez, Monsieur Romain, je vous en prie. Merci pour la prochaine fois. Pour ces extraits d'articles de presse, ce fut fort intéressant, même si je vois que beaucoup de gens rejoignent mon avis. Oui. Mais c'est bien d'avoir des gens comme vous qui sont là prêts à se battre pour l'art. Non, mais du coup, je pense que c'est un film qui sera assez vite oublié, malheureusement. Ouais. Et ça m'étonnerait qu'il soit par exemple en course pour des Oscars, comme ça a pu être le cas des précédents films du réalisateur. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait déjà eu American Bluff qui était quand même nommé 10 fois, alors que le film est clairement plus mauvais qu'Amsterdam. Ouais. Oui, c'est clair. Mais bon, c'était à une époque où il était vraiment au sommet, le Davido. Là, franchement, s'il y a des nominations, je sais pas pourquoi. Franchement. Non, mais c'est juste pour dire qu'il est bien descendu de son piédestal. Ouais, pour Margot Robbie. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve que Margot Robbie dans le film, elle est vraiment bien, quoi. Ouais. C'est peut-être dommage qu'il soit mal perçu, parce qu'en fait, je trouve que Margot Robbie, elle a quand même un destin d'actrice que je trouve un peu triste parfois. C'est que des fois, on la relègue un peu au rôle de la blondasse de derrière, là, tu vois, alors qu'en fait, c'est une super actrice. Et que là, au moins, enfin, ça a dû déjà arriver, mais là, elle a un vrai rôle et c'est chouette, quoi. Ouais. Non, mais donc, c'est une très très bonne actrice. Hein, moi, Tonya. Oui, moi Tonya aussi, par exemple. Et puis je sais pas à quoi va ressembler le Barbie, mais j'espère que ça sera pas juste un film premier degré Barbie. Moi je l'attends parce que elle et Ryan Gosling, ça peut être priceless. Hein. Moi j'attends vraiment que ça soit un film qui a un discours. Tu vois, j'espère que c'est pas une adaptation premier degré. C'est Greta Gerwig derrière. Voilà, donc, tu te dis, elle va pas faire du Aqua, I'm a Barbie Girl in the Barbie voilà, World, donc. Si c'est vraiment premier degré Barbie, par contre, je pète un boulot. Hein. Ah ouais, mais on verra ça. Il n'y a pas encore de BA pour ça, mais certainement que ça va atterrir ici. Hein. Oh, c'est trop intriguant, quoi. Je m'en frotte les mains. J'ai déjà les intros. On sera tous des poupées. Avec la musique d'Aqua derrière et tout. Bon, allez, on va mettre un terme à ce petit match retour vu qu'on n'est que 3, mais très intéressant quand même, je l'espère, auditeurs, auditrices, que vous avez apprécié nos retours. Faites-vous le vôtre, hein, on vous conseille toujours d'aller vous faire votre propre avis en allant en salle, et puis vous savez que de toute façon, de toute manière, aller en salle, ça permet de faire vivre notre cinéma qui est en danger aujourd'hui face à Disney. Je sais pas pourquoi je m'emporte. En 2022, les films sont en danger, les salles obscures sont vides. Que va-t-il advenir du cinéma ? Allez, on se dit générique de fin et au revoir. Et phrase de fin. Allez. Et salut. On n'est pas bien ? Non, si, on n'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je me suis trompé de générique, je vais mettre le mot. J'ai mis celui des. C'est pas la bonne émission. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour d'Amsterdam de David Russell. Qu'est-ce qu'on se match retournera pour la prochaine fois ? Alors déjà, vous verrez qu'il y a une petite annonce qui va suivre cet épisode. Ce sera pas la semaine prochaine, le match retour, ce sera dans très longtemps. Mais on match retournera X, et c'est le cas de le dire, hein. Position X, retourner, rigolo. Donc voilà, on ira voir ce film et puis on vous le match retournera l'année prochaine. Dit comme ça, c'est vrai que waouh, le choc. En janvier 2023, si vous vous demandez pourquoi, il y a une petite annonce qui va suivre cet épisode et on vous avait dit qu'il allait y avoir du chamboulement dans cette saison. Et on vous expliquera pourquoi dans cette petite annonce très courte. Voilà. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, les plateformes d'écoute, Spotify et compagnie. La petite note, le petit pouce, la petite cloche, vous savez, ça nous fait plaisir, ça nous aide beaucoup, donc faites-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis le site internet www.fetabea.fr et je crois que j'ai tout dit. On se dit à très vite pour un nouveau match retour. Il y a des épisodes BA qui arrivent derrière, ne vous inquiétez pas, on vous abandonne pas. À ciao, bisous, bye bye. Salut.
Arrivederci. 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 Arrivederci.